Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un format différent de d'habitude puisque je me filme au milieu des oliviers proches de chez moi vers Aix-en-Provence dans l'idée de t'introduire l'interview qui va suivre. J'ai été interviewée par Pascal qui est coach et préparateur mental pour les sportifs, également formateur en entreprise et nous avons parlé du sujet de l'hypersensibilité. Alors quand aujourd'hui on sait que 15 à 30% de la population est hypersensible, autrement dit 2 personne sur 10, une personne sur 5, si tu te demandes si c'est ton cas, si tu aimerais approfondir vraiment le sujet dans toutes les sphères de ta vie, mais également dans toutes les dimensions, ou si l'hypersensibilité aujourd'hui est un fardeau pour toi et que tu aimerais qu'elle soit un cadeau, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Bonjour Camille. Bonjour. Bon, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui et de partager avec toi justement sur la thématique de l'hypersensibilité, puisque c'est aussi le thème que tu as choisi de nous présenter. Euh, En termes de présentation personnelle, justement, est-ce que tu pourrais rapidement dire qui tu es, dans quel périmètre tu travailles? Oui, bien sûr. Donc, Camille Guterman, je suis coach et hypnothérapeute. Autrement dit, j'accompagne avec ces 2 méthodes-là. Je travaille dans le secteur principalement, du travail, donc bien-être au travail, épanouissement professionnel, trouver vraiment sa place au travail, ce genre de choses. Mais au sens plus large, en fait, on sait que tout est lié et donc dès qu'on commence à rééquilibrer, quelque part, ça rééquilibre le reste également. Donc finalement, la base de la porte d'entrée, c'est le travail souvent et après on va aller travailler sur différentes sphères pour que les personnes puissent pleinement, simplement se sentir à leur place et sentir qu'ils sont en congruence entre, ce qu'ils espèrent vivre et ce qu'ils vivent, réellement. Ok, donc je vois qu'effectivement tu abordes directement un domaine qui est vaste. Je vais juste pour les gens qui nous regardent ou qui vont nous écouter, planter un petit peu le décor. L'hypersensibilité, j'allais dire, est-ce que c'est plutôt un trait de caractère? Est-ce que c'est un tempérament? Est-ce que c'est une faculté? Est-ce que c'est une acuité particulière? Ça serait quoi ta définition? Pour moi, ce serait, un mélange entre une acuité particulière et un comportement. C'est un mélange puisque ça peut avoir à la fois une origine qu'on pourrait dire «innée» entre guillemets, mais ça peut aussi avoir une origine, du fait d'un certain vécu. Donc ça va dépendre. Ok. Euh, On parle couramment hein, dans le registre de ce qu'on trouve sur Internet, on trouve souvent une relation avec des troubles, avec des distorsions particulières, voire même des distorsions qui relèvent du domaine psychiatrique. Quel est ton point de vue là-dessus, globalement? Les distorsions en lien avec l'hypersensibilité ou les distorsions tout court? Les distorsions en lien avec l'hypersensibilité. Hem, Mon point de vue, c'est que, en fait, si tu veux, quand on a de l'hypersensibilité, on va avoir donc des sens très développés. Ils sont différents pour chaque personne et ils sont différents en plus en fonction de la journée, dans quelle énergie tu es et cetera et du coup, ces distorsions, elles vont, venir se créer en fonction de, ta réalité psychique intérieure, si tu veux. Donc, par exemple, il y a certains jours quand tu es hypersensible où, certaines choses peuvent te toucher très fort et d'autres jours, cette même chose te touche moins. Donc il y a une distorsion entre c'est le même fait, mais pourtant réagis d'une façon bien différente et du coup, c'est pour ça, ça dépend vraiment de comment est la personne à l'intérieur d'elle-même, de sa sensibilité en particulier et voilà, ça va évoluer en fonction des jours, en fonction de son vécu et cetera. D'accord. Mais on précise aussi que c'est important, ce n'a pas été reconnu comme un trouble dans le répertoire des pathologies psychiques. J'insiste là-dessus parce que souvent, en fait, la question qui est posée liée à l'hypersensibilité, c'est est-ce que je suis malade? Non, vous n'êtes pas malade et ce n'est pas une pathologie, effectivement.
La psychologue Hélène Aron, qui est une psychologue et une chercheuse américaine, a travaillé beaucoup là-dessus pour préciser vraiment cet univers qui était plutôt flou, hein. Dans les années 90, elle a vraiment planté un décor très précis, plus précis. Et je me disais, pour reprendre tes propos, c'est que finalement, si j'ai bien compris, la personne hypersensible est quelqu'un qui a des stimulations plus importantes. Non, elle a les mêmes en fait, elle a dans les faits, à l'extérieur, elle a les mêmes stimulations que d'autres personnes, mais elle va les recevoir plus fortement et par contre, oui, à l'intérieur d'elle-même, elle peut avoir des stimulations plus importantes. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des émotions, ce qu'on peut dire, c'est qu'une personne hypersensible, quand elle est triste, elle est vraiment très triste et quand elle est, joyeuse, elle est vraiment très joyeuse aussi. En fait, c'est pas que binaire, hein, c'est pas juste, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire: «Bon, bah, mon hypersensibilité, c'est un fardeau, c'est compliqué». Mais en fait, finalement, cette hypersensibilité, on est hypersensible sur tout le spectre. Mais c'est-à-dire qu'on reçoit très fort tous les stimuli, qu'ils soient internes, donc plus au niveau des émotions, ou externes également, si c'est par exemple, voilà, ça peut être de la luminosité, une luminosité qui fait que, bah, pour moi, il y a juste un peu plus de soleil que la moyenne, il faut que je mette des lunettes. Certaines personnes, en fonction du son, le son très vite devient fort et envahissant. Ça va dépendre en fait, de la sensibilité de chaque personne qui est différente. Et comme D'accord. je te disais, du jour aussi. Parce que par exemple, il y a différents paramètres type le sommeil. Quand on est hypersensible, en fait, on sait que le sommeil va venir vraiment jouer un rôle important. Si on dort mal, il y a une très mauvaise gestion des émotions, de ce genre de choses. Et donc, si par exemple, je suis très, très fatiguée, peut-être que d'habitude, je suis moins hypersensible à la lumière, par exemple. Et là, un tout petit peu de lumière, ça va m'épuiser. En fait, mes sens vont être très rapidement saturés. D'accord. Donc, une question qui me vient là, c'est finalement quand est-ce que l'hypersensibilité devient problématique? C'est-à-dire, est-ce que elle est associée à un stress, un trouble de l'anxiété, un trouble comportemental ou une conduite addictive, est-ce que ça prend tout de suite beaucoup plus d'ampleur? Oui, ça va forcément prendre un peu plus d'ampleur, ou beaucoup, ça va dépendre en fonction effectivement de d'autres, «pathologies» entre guillemets, si on peut dire comme ça. Mais après, la question de est-ce que c'est problématique? Dans ma vision et dans ce que j'aborde en accompagnement, c'est qu'elle n'est pas problématique si on la comprend et si on comprend son mode d'emploi. Le problème, il est que, on nous apprend pas nécessairement, à comprendre ça, à comprendre comment la piloter, à comprendre comment l'expliquer aussi dans les relations interpersonnelles. Et donc, ça peut créer un décalage et ça peut créer un sentiment d'être isolé, d'être incompris ou incomprise, ou de soi-même ne même pas se comprendre en fait, de se sentir hyper saturé dans ses sens du matin au soir, d'être donc sous stress du coup très rapidement et pour plein de choses qui pourraient sembler banales. Et en fait, le fait de comprendre son hypersensibilité, de poser des mots sur OK, quand il y a ça, moi, ça me stimule beaucoup, pas la plupart des gens, mais moi oui. Moi, quand il y a telle émotion aussi, ça va amplifier, mes réactions et cetera. Quand je suis déjà sous stress, si en plus on rajoute ça, là, je suis pas. Donc en fait, le fait de se comprendre, c'est vraiment la base qui fait que ce n'est plus problématique, si on se connaît et qu'on sait aussi l'expliquer. Parce que sinon, dans les relations interpersonnelles, une personne pourrait dire: «Mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça». On pourrait vivre du rejet. Il y a certaines personnes hypersensibles qui vivent beaucoup de rejet, par exemple, ou d'abandon. Et en fait, l'idée, c'est que si on sait bien l'expliquer, et ben, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et après, ça permet de ne pas perdre non plus le lien et de se sentir intégré, inséré au niveau social. D'accord. J'ai vu aussi en fouillant vraiment cette question et en préparant cette interview, on parle souvent en fait et on renvoie souvent, c'est un mécanisme habituel, par exemple sur le net, on renvoie souvent un psychiatre ou un psychologue pour mieux faire connaissance finalement avec son hypersensibilité, avoir des conseils, etc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment suffisant de faire appel à ces personnes-là? Pourquoi ce ne serait pas suffisant? Et quels seraient tes conseils globaux? On va rentrer ensuite petit à petit vraiment dans le détail. Et globalement, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors là, du coup, je vais partir d'un historique personnel. À un moment donné, quand je savais pas encore que j'étais hypersensible, je me demandais si j'avais pas une pathologie mentale, je savais pas laquelle.
Et donc, et je savais pas du tout les psys, les psychiatres, je connaissais pas les différences. Bref, j'ai vu un psychiatre, ça m'arrangeait bien, c'était remboursé. Et du coup, en fait, après de nombreuses séances, je lui disais: «Mais j'ai quoi? J'ai quoi?» Finalement, je vais lui dire un jour: «Ah mais en fait, je suis hypersensible» et elle m'a dit: «Ah bah ça, c'est sûr». Et je dis: «Mais pourquoi vous me l'avez pas dit?» Parce que pour elle, c'est pas une pathologie, donc je peux l'entendre. Mais derrière ça, elle m'a jamais, en fait, apporté d'éléments de compréhension plus profonds de comment marche, cette hypersensibilité, de comment en fait, elle faisait pas forcément de lien pour ma part dans ce que j'ai vécu entre, le vécu et le comportement. Et si elle avait pu en fait me décrypter en me disant: «Bah là, en fait, tu réagis de telle façon parce que» ou alors me questionner pour me permettre de moi-même le comprendre, eh bien là, ça aurait été des clés puissantes. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai pas reçu ça. J'ai plutôt reçu, bah: «Est-ce que tu veux une médication pour l'anxiété?» Alors que c'était pas du tout ça, le sujet, en fait. C'était plutôt se comprendre et du coup, à partir du moment où tu te comprends pleinement, tu peux aussi bien te positionner dans ta vie. Ne plus t'exposer à des situations qui ne sont pas faites pour toi, qui ne sont pas adaptées à toi. OK. Donc Oui, c'est effectivement une part très réductive, hein, de se dire: «On va se réfugier vers, des anxiolytiques et on va calmer». En fait, ça on le retrouve aussi souvent, c'est comment calmer son hypersensibilité, alors qu'en priori, c'est pas le but de calmer. On calme quand on comprend pas, qu'on n'a pas justement, saisi ni les causes, ni la nature, ni ce pourquoi c'est fait. On va y revenir tout à l'heure. On va d'ailleurs ce principe de réduction, de vue réduite, on le retrouve aussi, quand, pour l'hypersensibilité, on réduit souvent à l'acceptation des émotions. Ah, c'est souvent, ce qu'on lit en premier abord d'hypersensibilité, c'est très réduit, ça concerne les émotions. Quel est ton point de vue là-dessus? Cette réduction au champ émotionnel uniquement? En fait, savoir que émotion, c'est une énergie en mouvement et selon mon point de vue, tout est énergie. Donc si déjà tu comprends pas comment marchent tes émotions, effectivement, ça va être compliqué. Mais en fait, le fait que tu comprennes pas comment marchent tes émotions, bah, ça va venir dérégler plein de choses, comme j'expliquais, notamment du point de vue social. Donc c'est là que tu peux avoir un sentiment où les autres te renvoient, par exemple, bah: «Tu es trop» ou «Tu es pas assez». Donc du coup, c'est là que tu peux avoir une très baisse estime personnelle. Tu peux avoir aussi un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, comme je te disais tout à l'heure. Tu peux avoir aussi, quand tu as de l'hypersensibilité, souvent une hypersensibilité à tout ce qui est injustice. Ça te rend dingue de comprendre et de savoir qu'il y a des injustices. Donc c'est tout un ensemble de choses, c'est pas seulement les émotions, mais c'est vrai qu'à la racine, si tu arrives bien à gérer tes émotions, à comprendre le message que chaque émotion vient te délivrer, puisque tes émotions sont un messager, à les prendre en fait comme, une boussole pour apprendre à mieux te connaître, à mieux te comprendre, bah, ça va venir réguler le reste. Mais en vérité, quand tu ne comprends pas encore comment ça se passe au niveau de tes émotions, en quoi c'est des indicateurs, qu'est-ce qu'elle m'indique, qu'est-ce qu'elle me dit, comment le dire aux autres, et ben, en fait, tu vas tourner en rond et tu vas peut-être te retrouver régulièrement dans: «Beh, je suis pas du tout à ma place, je suis pas compris, je suis pas comprise, on me rejette, il y a beaucoup d'injustice et je sais pas comment réagir, je me sens impuissant ou impuissante». Il peut y avoir beaucoup de victimisation aussi. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses. Mais effectivement, dans mon point de vue, si tu arrives à maîtriser le champ émotionnel, et ben, tu vas arriver à beaucoup mieux. Plein d'autres choses qui viennent être entre guillemets des problèmes n'en seront plus et vont se réguler naturellement. Est-ce que ça renvoie pour toi à la notion de conscience, alors avec un petit c ou un grand C? Mais est-ce Ouais. que c'est ça le principe, c'est d'avoir une conscience de soi, la connaissance de soi, de comment on fonctionne, notre système, neurologique, hein, puisqu'à la base, il y a des particularités dans le système neurologique de chacun, qui fait qu'on est, plus ou moins hypersensible. Et donc ce champ de la conscience finalement que tu viens d'emmener, hem, tu l'aborderais comment, en fait? Quelle est la relation entre l'hypersensibilité d'un côté et la conscience que l'on peut avoir de soi et d'un environnement plus grand? Alors ça, c'est vraiment un point de vue purement personnel. C'est que, si je pars sur un côté conscience un peu plus, ésotérique, spirituel, ma vision, c'est qu'on est, tous et toutes, «une âme» entre guillemets, qui est incarnée dans un corps. Et en fait, le but du jeu d'être incarné dans ce corps, c'est de pouvoir avoir des sens et de ressentir. Et justement, à travers ce corps, quand on ressent un ensemble de choses, et ben, naturellement, on va élever notre conscience. Parce qu'en fait, c'est le fait de: «Ah, je ressens ça, du coup, je vais plus à droite. Ah, je ressens ça, je vais plus à gauche». Et en fait, on est tous dans cette quête finalement,
à un certain point d'un état de ressenti qui est un peu une sorte de plénitude où je me sens dans l'amour, dans la confiance, dans la connexion. Et en fait, on cherche en permanence, grâce à nos sens, et en fait, pour aller vers plus d'amour, etc., de paix, etc., qui est là, vers plus de conscience, eh ben, on peut utiliser nos sens et donc on peut utiliser notre hypersensibilité. Mais dans mon point de vue aussi, l'hypersensibilité peut se développer au fur et à mesure que tu développes ta conscience. Parce que plus tu développes ta conscience, plus tu développes ta compréhension, plus tu développes une finesse d'analyse des choses, et plus, eh ben, finalement, tu ressens avec finesse les choses. Donc, il peut y avoir, enfin, on pourra y revenir après, mais l'hypersensibilité, pour certaines personnes, elle se développe sur un chemin de conscience, justement. C'est-à-dire que jusque-là, ils n'étaient pas trop ouverts à leur sens, ils étaient très coupés parce que pour X ou Y raison, ils s'étaient coupés de leur ressenti. Et au fur et à mesure qu'ils se libèrent de certaines choses qui les protégeaient, qui fait qu'ils ne ressentaient plus rien, ben, ils commencent à développer plein de sens et plein de choses qui font que leur conscience les amène à plus d'hypersensibilité aussi et plus de sens. D'accord. Est-ce que ça renvoie finalement aussi à une analyse des besoins de ces êtres hypersensibles, de bien Oui, clairement. définir quels sont les besoins dans tous les plans, hein, c'est vraiment plan personnel, couple, famille, social, professionnel. Ça reviendrait à Oui, bien déterminer ces besoins-là? oui, clairement. Les besoins, les valeurs aussi, c'est extrêmement important. C'est quelque chose que je fais souvent en accompagnement, le fait d'accompagner sur trouver ses valeurs. Parce que si tu es à côté de tes valeurs, parce qu'en fait, tes valeurs, c'est juste ce qui ramène à, en fait, quand tu as tous tes besoins remplis, tu es dans tes valeurs, tu es aligné avec tout ça. Et donc, si tu n'es pas en lien avec ça, ben, tu vas toujours te sentir pas bien. OK. Je fais vraiment un focus très particulier sur ce que tu viens de dire. C'est tu mets en relation, en fait, quelque chose qui est de l'inné. Je suis né avec des caractères particuliers qui vont me faire interagir avec mon environnement de manière particulière, dans un cadre d'hypersensorialité et d'hypersensibilité. Ensuite, j'ai effectivement les valeurs. Donc ça, c'est les valeurs, c'est l'étincelle qui allume la bougie, finalement. C'est bien ça, en fait? Ouais, c'est ça. OK, et ensuite, je vais avoir des comportements et des actions qui sont associés. Ouais, c'est OK. ça. Est-ce qu'on peut rentrer juste un petit peu sur comment tu percevrais, analyserais et comment tu ferais ton accompagnement lorsqu'il s'agit d'une personne qui justement aborde ses valeurs pour la première fois, qui n'a aucune idée de quelles sont ses valeurs, comment tu ferais? Comment tu t'y prendrais? En fait, l'idée, c'est de pas mentaliser parce qu'il y a certaines personnes qui me disent: «Bah, moi, je connais mes valeurs, j'ai lu un livre et c'est bon». Et en fait, l'idée, c'est de laisser sortir ce qui émerge naturellement de la personne. Donc en général, je la mets en mouvement. Je lui dis, pour que son cerveau débranche, je lui dis de marcher en 8, donc de sorte qu'elle va rien se prendre, elle est en sécurité. Juste en 8, il y a pas à réfléchir. En rond, après, on a mal au cœur. Même en 8 des fois. Et et du coup, je lui pose tout un ensemble de questions type, qu'est-ce qui est important pour toi? En fait, je passe par domaine de vie aussi. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi dans tel domaine de vie? Qu'est-ce qui est important pour toi dans tel domaine de vie? Après, je vais demander, par exemple, dans quoi est-ce que tu dépenses, beaucoup d'argent? Quand est-ce que tu ne vois plus la notion du temps? Quand est-ce que, tu as plein d'idées créatives? Enfin, plein de choses comme ça qui permettent de recenser la personne. Je lui dis: «Dis-moi tout ce qui te vient, enfin, tout ce que tu dis, n'importe quoi, peu importe», et je le note. Et après, en fait, on va faire un travail de sélection parmi tout ce qu'elle a dit, il peut y avoir 60, 80 choses, peu importe. Eh bien, on va sélectionner les principales. Et à nouveau, on va voir ensemble. Je vais dire, donc, en fait, il y a ça, 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 ça qui est sorti. Donc, on essaye d'en trier 10. Et Mmh. donc, parmi ces 10, selon toi, c'est quoi qui vibre le plus? Et on va voir ensemble. Et ensuite, on va définir. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire, pour moi, ma valeur, c'est la liberté. OK. Du coup, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des personnes, en fait, quand on leur dit la liberté, ils vont dire: «Bah, c'est que je peux penser tout ce que je veux, je suis libre de ma pensée». Il y en a d'autres qui vont dire: «Je suis libre de mouvement, je peux voyager quand je veux». Il y en a d'autres qui vont dire: «J'ai un porte-monnaie bien rempli, je peux dépenser tout ce que je veux, m'acheter tout ce que je veux pour moi, ma famille». Donc on va définir chaque valeur parce que le fait de la définir, ça vient vraiment l'ancrer, la poser, la matérialiser. Donc globalement, ça se passe comme ça, la définition des valeurs. En général, ça se fait sur 2 heures parce qu'en 1 heure, en 1 heure, on fait juste le premier. Je pose plein de questions, la personne me dit Mmh. tout ce qui lui vient et après on fait un tri et on définit ensemble. Et après, je vais lui permettre de ressentir aussi, c'est là que je peux utiliser l'hypnose, de ressentir donc pleinement chacune de ces valeurs. On va pouvoir l'associer même à une couleur
pour l'intégrer pleinement à l'intérieur d'elle-même. Ok. Donc, effectivement, j'ai mieux compris la définition que tu posais des valeurs. Là, pour faire juste un petit résumé intermédiaire, c'est j'ai une configuration neurologique particulière. Je constate et je prends corps avec beaucoup de conscience de ce qui me compose, de ce que je suis, de comment j'interagis avec mon environnement, avec mes environnements. Et ensuite, je vais dire, OK, je fais un point sur les valeurs. Ça m'emmène finalement à peut-être à mieux m'ancrer, à mieux déterminer ce qui est important, donc à me relier finalement à mes besoins aussi. Et ensuite de pouvoir interagir, de passer à l'action, on va dire, dans les 5 domaines de vie, donc le perso, le pro, le couple, la famille et le social. Euh, Quelles sont finalement les stratégies que toi tu as mises en place pour ton propre accompagnement et que tu mets en place dans le suivi des personnes qui te font confiance et qui viennent justement partager ce chemin de conscience avec toi? Quelle stratégie tu mets en place? Comment tu fabriques l'accompagnement pour que la personne soit vraiment non seulement plus consciente, plus précise dans ses choix et qu'elle puisse mieux gérer justement son hypersensibilité? Comment tu t'y prends? Mais du coup, la base, c'est vraiment de revenir à la conscience de soi, comme on disait tout à l'heure, à quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu aimes moins. Déjà, juste le fait de faire remonter ça à la conscience, de mettre des vrais mots là-dessus, pourquoi j'aime pas, etc., ça éclaire beaucoup de choses. Et après ça, au travers de ce regard qui est beaucoup plus affiné, eh ben, on va pouvoir regarder où elle en est aujourd'hui. Et en fait, souvent, c'est naturellement, il y a plein de choses qui se débloquent où elle va dire, OK, je comprends pourquoi là j'étais bien, pourquoi là j'étais pas bien. Et elle va pouvoir en fait naturellement faire du lien entre qui elle est et ce qu'elle vit. Et naturellement, en fait, elle va certainement se repositionner sur certaines choses. Ça peut être juste se repositionner dans comment elle voit les choses, mais aussi se repositionner dans ses comportements, voire même ça peut être une réorientation. Donc, c'est ça qui se passe. Et ça permet vraiment à la personne de en fait, se repositionner en lien et en accord avec qui elle est vraiment, sachant qui elle est vraiment. Parce que souvent, on ne le sait pas. Et c'est là qu'elle peut retrouver finalement du sens, qu'elle peut retrouver une compréhension de son parcours, de son chemin. Parce qu'en fait, du coup, elle voit, ah ben je ne savais pas ça, du coup j'ai cru que ça, du coup j'ai fait ça. Donc ça permet vraiment tout un cheminement et de reposer à un certain point une logique dans le parcours et du sens également. D'accord, donc effectivement, j'ai bien entendu que tu proposais de retrouver du sens, de la conscience, que tu utilisais donc des outils comme le coaching et l'hypnose finalement pour avoir un regard nouveau sur soi, sur son passé et sur sa façon finalement d'interagir avec ses environnements. Euh, je fais un petit focus maintenant sur un mot que tu viens de dire, c'est réorientation. Ça signifie que tu accompagnes aussi donc des personnes qui sont en repositionnement professionnel. C'est bien Oui, ça? complètement. Comment tu opères dans ce cadre-là? Ben comme je te disais, c'est à peu près toujours le même process en fait de revenir à soi, de comprendre où j'en suis, de se repositionner selon juste dans les comportements ou peut-être même changer de lieu. Enfin, j'aime bien, citer cette métaphore quand une fleur, ne fleurit pas, on change son environnement, on change pas la fleur. On va plus mettre de soleil, on va plus l'arroser, mais on va pas lui arracher des feuilles ou des enfin voilà. Donc en gros, dans l'idée, on va déjà tester. Est-ce que si je mets plus de soleil, c'est mieux? Est-ce que si je mets plus d'eau, c'est mieux? Ou si ça va toujours pas, bah, peut-être qu'il va se poser la question effectivement d'une réorientation, donc de changer d'environnement. Et du coup, par rapport à ça, eh bien, on va faire une analyse de OK, donc tu as compris ça, 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 ça. Au regard de ça, ben, quelles sont les premières pistes professionnelles qui peuvent émerger pour toi? Et on va aussi confronter tout ça à la réalité. Déjà, il y a des statistiques pour savoir à quel point, ben, en fonction de ses besoins personnels, financiers, en termes de localisation, et cetera, à quel point ben, il y a des possibilités pour elle en lien avec ses contraintes. Hmm. Mais également, l'idée, c'est que souvent, c'est très le rêve. Je voudrais faire ça, ce serait génial. Et l'idée, c'est de se confronter à la réalité et donc d'aller interroger des personnes qui font ce qu'elles pensent qu'elles voudraient faire. Donc, ce qu'on appelle les enquêtes métiers, donc d'aller interroger, par exemple, la personne me dit, ben, je pense que j'aimerais faire un métier plus manuel, par exemple. Jusque-là, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui donne du sens pour moi, c'est quand je crée quelque chose de mes mains. Donc, par exemple, si elle se dit, je sais pas, par exemple, jardinier ou ce genre de choses, eh ben, ok, par exemple, j'ai une personne que j'ai accompagnée pour que ce soit jardinier.
bah OK, et ben, on va interroger des personnes qui sont déjà jardiniers et voir est-ce que, bah, ça résonne, leur demander quelles sont leurs contraintes parce que dans tout métier, il y a des contraintes, mais pour certains, certaines contraintes sont insupportables, pour d'autres, bah, la contrainte, c'est rien du tout, donc ça dépend aussi. Donc c'est toute une étude et à partir de là, ben, se repositionner, est-ce qu'il y a quel type de formation il y a besoin de faire, comment on peut faire pour atteindre cet objectif, s'il faut, enfin tout ça en fait, on va tout regarder ensemble. Ah oui, d'accord. Donc tu as vraiment un spectre très très large parce qu'on est parti de l'hypersensibilité, on est parti aussi de comment finalement j'apprends à mieux me connaître, quelle est la conscience que j'ai de moi-même, à comment j'interfère dans le milieu professionnel cette fois-ci, avec effectivement, si cela est nécessaire, si la personne est en souffrance, à une reconversion, une réorientation professionnelle. Ouais, Globalement, en fait, si je comprends bien ton parcours et la manière dont tu accompagnes les gens, c'est tu appliques une règle de très bonne santé mentale, finalement. ouais. C'est tu fais en sorte que les personnes soient en très bonne santé mentale, de se respecter, de se connaître, de se respecter, de trouver l'interface perso, pro qui lui corresponde. Hem, j'ai lu aussi qu'il y avait beaucoup finalement de phénomènes de, comment dire? De saturation, dans les stimulations et que les personnes Ouais, hypersensibles étaient en difficulté de trouver le ouais. diapason, l'accord, qui leur soit agréable, bénéfique dans leur quotidien. Comment tu donnerais en fait quelques petites préconisations au quotidien pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en disant: «Waouh, a priori je suis hypersensible d'après ce que je viens d'entendre là. OK, maintenant je fais comment en fait pour gérer ça? Au quotidien, comment je fais?» Les principes de base. Hem, Effectivement, ce que tu dis sur, l'hyperstimulation, donc comme je te disais, ça arrive très vite, pour les hypersensibles puisque, bah, les choses en général, tous les stimuli internes ou externes sont souvent reçus de façon plus intense que, les autres personnes. Du coup, pour ça, en fait, pour moi, la base, c'est déjà de ne pas culpabiliser. En fait, les personnes hypersensibles peuvent avoir tendance à se dire: «Ah mais c'est moi qui suis un problème, ça va jamais pour moi» et cetera. Donc de s'autoriser à dire: «OK», juste de s'accepter en fait comme on est, comme la personne ressent les choses. Se dire: «OK, donc là je me sens en surstimulation. Comment je le sais?» Donc c'est d'observer les symptômes pour savoir les reconnaître. Peut-être que je deviens très nerveux ou nerveuse, je me sens très fatiguée, peut-être que j'ai une moins bonne capacité de concentration, ce genre de choses. Et ensuite, c'est pour ça que souvent les personnes hypersensibles, on peut dire qu'elles ont une tendance au repli sur soi. C'est plutôt qu'elles ont besoin en fait de faire comme une épuration après avoir reçu plein d'informations. Eh bien, elles ont besoin de se replier, de digérer. Donc en fait, c'est de s'autoriser des temps de digestion et pour ça, c'est au niveau du planning pratico-pratique comme tu disais, c'est de savoir, dans son planning qu'il y a des temps morts et c'est même les planifier. Planifier des temps de rien. Ces temps de rien, on peut les remplir par de l'écriture qui fait beaucoup de bien. On peut les remplir par, des méditations guidées, par des moments de respiration, par un temps en nature. Mais on peut aussi les remplir par du rien et c'est complètement OK. Et aussi, ça peut être le fait que ce soit du rien, comme beaucoup les personnes hypersensibles ont souvent une grande créativité, bah, c'est l'opportunité de laisser émerger ce qui a besoin d'émerger et ça laisse justement un temps de respiration. Donc vraiment de côté pratico-pratique, c'est de ne pas culpabiliser, de s'accepter tel qu'on est, de savoir reconnaître les symptômes d'une hyperstimulation et de savoir les respecter, les écouter et pour ça, d'avoir dans son planning des temps morts au même temps que, des temps sociaux, pour les personnes qui planifient des temps sociaux, on prend rendez-vous avec telle personne, ben, on prend rendez-vous avec soi, en fait et c'est vraiment au moins aussi important parce que si j'ai pas mes rendez-vous avec moi, les rendez-vous avec les autres, avec le monde extérieur vont tous être, finalement vécus comme, ben, subis à un certain point parce que je serai surstimulée, sursaturée, je vais lutter en permanence, mais ça va être difficile. OK, donc c'est vraiment cette, oui, je comprends que tu apportes en fait des outils de régulation de la suractivité sensorielle, Ouais, des 5 sens et qu'en même temps tu fais en sorte que la personne le fasse en disant: «Bah, ouais, je suis comme ça, c'est ma nature et je vais m'accepter comme ça, je vais jouer avec». Et pour jouer avec, il faut connaître les règles, il faut connaître ce que l'on est, comment on agit, comment on a besoin de décompresser notre système nerveux, hein, puisque c'est bien une saturation du système nerveux, d'une partie du système nerveux. Donc l'idée, c'est comment je me régule et comment je trouve cet équilibre dans des stratégies au quotidien, c'est pardon, ça. et en même temps des stratégies qui sont vraiment liées au positionnement du travail.
Autre domaine qui peut être affecté, me semble-t-il, c'est affecté dans le bon sens du terme, c'est le domaine du couple. Comment ça se passe Mmh. en fait quand je suis hypersensible et que je suis en couple avec une personne qui ne l'est pas forcément? OK. Comment je fais? Comment je drive? Comment je m'équilibre? Bah, ce qui est vraiment, encore une fois, super important à la base, c'est de se connaître, de se comprendre et de se respecter dans ses ressentis et donc de savoir les expliquer derrière. Donc c'est vraiment le b.a.-ba qui fait pareil dans le milieu professionnel, parce que dans le milieu professionnel, il n'y a pas forcément que des personnes hypersensibles autour de soi et cetera ou qui le comprennent et donc c'est de savoir vraiment la conscience de soi, c'est vraiment la base et de savoir dire: «Je sais que ça peut» même être OK de dire: «Je sais que ça peut sembler bizarre». Je vais donner un exemple très personnel, mais donc en lien avec mon hypersensibilité. Donc tout ce qui est, scènes de violence et cetera, ça vient me secouer plus fort que la moyenne et quand bien même, j'ai 30 ans, si je peux ne pas regarder des films même interdits aux moins de 12 ans, je ne le fais pas et parce que je sais que ça va me travailler injustice et cetera, enfin ça va venir me chercher loin quand bien même c'est un film. Et ben, simplement, je conseille de respecter ça et même être OK de dire: «Je sais que ça peut sembler ridicule», parce que la personne peut penser ça effectivement. Toujours est-il que je vais quand même me respecter. Donc c'est vraiment de savoir poser ses limites, de savoir expliquer son mode de fonctionnement et à partir de là, l'autre personne, en fait, elle est pas déboussolée et même au contraire, c'est très rassurant parce que c'est quelqu'un qui a une conscience de soi, qui peut te dire: là, ça va pas». Ça pose un cadre clair dans les relations, donc dans la relation de couple, c'est super rassurant pour l'autre en face, finalement, d'avoir quelqu'un qui a cette conscience-là. OK. Donc là, c'est un élément important aussi que tu emmènes, c'est, alors qu'on aurait effectivement tendance en tant qu'hypersensible à se replier et à prendre régulièrement des temps et des espaces de vraiment de repli, donc de coupure de communication en fait, hein, interrelationnelle. Là, c'est de dire: «OK, je vais vers ma conjointe ou mon conjoint en disant: "Voilà, moi je vais communiquer avec toi sur ça, voilà ce qui se passe pour moi"». Et dans l'objectif vraiment que notre couple s'épanouisse, eh bien, je vais te dire comment je vis les choses à l'intérieur, comment je vis la communication avec toi, ce que je me propose de faire et de ne pas faire. Donc là C'est aussi, ça, c'est un domaine très particulier. La communication, je pense que c'est aussi ton domaine, c'est un levier que tu utilises énormément. énormément. OK. Comment tu pourrais, quelle préconisation simple tu pourrais donner dans le domaine du couple, justement, pour dire: «Ah, je suis un peu perdu, OK, j'ai un repère personnel, je sais à peu près maintenant comment je vais faire avec mon travail». Avec mon couple, c'est l'intimité, c'est le rapport dans des choses qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus subtiles, donc beaucoup plus fortes, en tant qu'hypersensible. Donc comment je vais m'y prendre? Quelles seraient les petites préconisations que tu donnerais à ceux qui nous écoutent? Pour moi, c'est vraiment effectivement, comme tu dis, sur la communication, c'est un entraînement. S'entraîner à une communication authentique, c'est vraiment, le b.a.-ba et après, c'est important de préciser que souvent, les personnes hypersensibles peuvent se retrouver avec des personnes qu'on va dire, qui aiment bien profiter de leur très gentille, tendance à être et cetera. Donc, il peut y avoir des personnes qui respectent pas, vos limites et auquel cas, faut pas forcément rester dans cette relation. C'est important de préciser. Mais du coup, c'est important de dire, je l'ai dit de façon claire et je le sais et donc ça se travaille aussi de savoir nommer ses besoins, de savoir nommer ses limites, de savoir s'y tenir et à partir de là, l'autre personne, bon, si elle les respecte pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va peut-être se poser des questions. Mais en tout cas, le fait de savoir que nous, on est souverain, souveraine de ce qu'on a dit, de qui on est et aller dans la communication, vraiment s'entraîner, à parler et à dire ce qu'on ressent. Pour ça, moi, j'utilise énormément et je recommande aussi beaucoup, l'outil qui est simple et à la fois extrêmement compliqué, qui est, la communication non violente. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'on s'exprime et qu'on partage quelque chose, partir donc la première étape, c'est de partir sur du factuel. Donc, factuellement, au lieu de dire, heu: «C'est quoi ce bordel? Je supporte plus» et voilà et de s'énerver en 2 secondes. De dire: «OK, j'observe qu'il y a des chaussettes, sur le canapé, qu'il y a, ton pull, qui est, posé, sur la table. Donc pour moi, c'est du désordre, donc vraiment préciser que c'est pour moi. Et donc moi, là, je me ressens en fait, bah, frustrée, en colère parce que, mon besoin, c'est que, bah, il y ait pas trop de désordre parce que sinon ça peut générer vite de la charge mentale pour moi Mmh. et en fait, j'ai aussi besoin, parce que j'ai déjà dit,
ça peut être 3, 4, 18 fois, ça dépend, heu, que je le dis et du coup, je me sens, pas respectée dans ce que je dis et dans mes besoins. Donc c'est voilà, c'est dire son ressenti, ses besoins et ensuite, quel est donc le compromis que je te propose, donc parler d'un compromis, d'une entente, ce Hmm. serait, voilà, peut-être que toi, tu as besoin de laisser traîner tes affaires, ça te permet de te sentir bien ou pas? Enfin, explique-moi comment tu te sens par rapport à ça. Mais est-ce que, par exemple, on peut dire qu'il y a rien qui traîne entre 18 h et 20 h, le moment où je rentre et ça met voilà, mais c'est chercher un compromis. Donc vraiment, la communication non violente, ça aide énormément à, voilà, le fait de revenir sur le factuel, c'est énorme. Donc justement, tu parlais de distorsion tout à l'heure, parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est du bon sens, que c'est le bordel quand il y a une chaussette qui est là et quand il y a un pull qui est là-bas. Mais non, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la définition du mot bordel, par exemple. Et sur plein de choses, en fait. Revenir sur du factuel, ensuite revenir sur la conscience de soi, ses émotions, ses besoins, et ensuite chercher le compromis à rencontrer l'autre et pas penser qu'on a toujours raison. C'est que c'est deux réalités qui se rencontrent. Comme on dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. Donc, ce que je vois n'est pas ce que tu vois. Ce que je ressens n'est pas ce que tu ressens, etc. Donc, partant de là, bah, comment on fait pour trouver un match entre toi, ta réalité et la mienne? Ok. Wow. Discussion très riche. Le corporel, la conscience de soi, l'orientation sur les valeurs, les recommandations sur la réorientation, la reconversion, la communication non violente, au niveau du couple en particulier. Euh, pour conclure, si tu avais quelques phrases, vraiment, ou quelques conseils ou quelques recommandations clés, ça serait quoi pour toi? Sachant qu'on peut bien sûr te retrouver en accompagnement individuel, en accompagnement de groupe, en séminaire, en stage, hein, tu vas nous expliquer tout ça. Oui, bah, quelques conseils en fait pour revenir au sujet de l'hypersensibilité. Comme je te disais, à un certain point, pour moi, on est plus ou moins tous hypersensibles. Ça dépend à quel niveau de conscience on est, ça dépend de plein de choses. Donc, voir l'opportunité, de l'hypersensibilité comme une opportunité de connaissance de soi et effectivement d'entrer dans des relations plus fines avec les autres. Puisque si je comprends bien qui je suis, comment je fonctionne, je ne comprends de l'autre que ce que j'ai élucidé de mystère en moi. Donc, plus j'élucide de mystère en moi, plus j'élucide de mystère en l'autre et plus on peut créer des relations qui sont, j'allais dire fertiles, mais en tout cas riches, enrichissantes et nourrissantes. Donc vraiment, c'est conclure là-dessus sur ne voir l'hypersensibilité comme un cadeau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent comment passer du fardeau au cadeau. Donc je pense qu'on a donné un ensemble d'outils là. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal par rapport à tout cet échange sur les derniers conseils de fin. Ok, super. Donc, on te retrouve sous quelle forme? Quels sont tes contacts? Comment faire avec toi? Parce qu'en fait, finalement, j'espère qu'on aura donné aussi envie aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent de venir te contacter et de se dire, waouh, là, j'ai une personne, j'ai une coach qui sait exactement de quoi elle parle et qui va pouvoir me donner plus que des conseils d'anxiolytiques, mais vraiment m'orienter sur des choses de connaissance de moi, d'interrelation au monde et comment j'équilibre tout ça. Donc, comment on te retrouve? Où est-ce qu'on te retrouve? Donc comment on me retrouve? Bah, là, donc cette vidéo sera diffusée sur, YouTube principalement, donc on me retrouve déjà, il y aura les informations en description de cette vidéo et également dans la description de ma chaîne, il y a toutes les informations pour, se retrouver. Il y a tous mes réseaux aussi, donc on retrouve toutes les informations de mes autres réseaux, soit LinkedIn, Instagram également. Donc on retrouve tout ça ensemble et après donc effectivement, on peut partir sur un accompagnement, en individuel ensemble ou alors des accompagnements de groupe. Les accompagnements de groupe, du coup, sont aujourd'hui, ce que je propose, sont exclusivement en présentiel, donc vers Aix-en-Provence. Donc, ça s'adapte aux personnes qui sont dans la région. Mais pour les personnes sinon qui sont à distance, on peut tout à fait faire un accompagnement en individuel. Ce sera sur mesure. On se rencontrera, on fera le point ensemble et on verra par rapport à votre situation comment vous permettre de clarifier les choses. Super. Sachant que d'après les statistiques qui sont présentes, en tout cas sur le net, on voit qu'une personne sur 5, 20% de la population, serait grosso modo hypersensible. Ça veut dire que on peut peut-être commencer à se regarder pour savoir si on n'est pas concerné et s'il n'y a pas un intérêt justement à te retrouver et à mieux s'accompagner soi-même par ton aide finalement et ce que tu proposes. Je te remercie beaucoup, Camille. Donc, Merci. je propose à toutes celles et à tous ceux qui regardent cette interview
contacter Camille Guterman. C'est vraiment une pro de l'accompagnement de l'hypersensibilité. Vous ne serez pas déçus avec elle. Merci Merci. beaucoup. Merci Camille. À très bientôt. À bientôt.